Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de l'association de la Rose-Croix d'Or, nous sommes heureux de pouvoir avec vous développer ce thème. Voilà, on va attendre 2 minutes encore que 3 personnes arrivent. Voilà, le thème que nous avons développé aujourd'hui fait partie d'une réflexion qui a fait l'objet d'une publication, puisqu'aujourd'hui le titre de notre exposé, de nos exposés, ne correspond pas exactement au titre de ce livre. Vous voyez qu'ici il s'agit du cerveau et de l'anatomie de la libération. Donc c'est un ouvrage que vous pourrez vous procurer et qui contient l'ensemble des éléments que nous allons développer aujourd'hui. En fait, cette réflexion est partie de la lecture d'un ouvrage intitulé « Les noces alchimiques » de Christian Rose-Croix. Ce livre, les écrits des noces alchimiques datent à peu près de 400 ans, puisqu'ils ont été publiés en 1614. Et ensuite, il y a donc M. Jan van Reichenborgh, qui a développé une réflexion sur ce livre, qui nous a permis de découvrir au fond les indications majeures et importantes concernant un processus initiatique. Et ce processus qui requiert et qui revêt un certain nombre de connaissances va nous permettre d'approcher, disons, ce chemin à travers un langage qui est à la fois métaphorique, à la fois analogique et en même temps scientifique. Et au fond, aujourd'hui, le thème qui concerne la partie du cerveau, concerne effectivement la fin d'un processus extrêmement long que l'on appelle et que l'on connaît sous la forme du chemin, ou de l'ascèse, ou en hindou de la sadhana. Donc il y a tout un chemin, un processus qui permet d'arriver à un moment donné, à cet instant particulier où va se passer une transformation, disons, notamment à l'intérieur du cerveau. C'est pour ça que le titre de cet ouvrage, « Le cerveau et l'anatomie de la libération », contient en quelque sorte une antinomie. Ça veut dire que d'un côté on parle de quelque chose qui est métaphysique, puisqu'on parle de libération, et d'un autre côté on parle de quelque chose qui est profondément physique, puisqu'on parle du cerveau. Tout cela, pour expliquer, excusez-moi si vous entendez bien, ça va? Oui. Plus ou moins, ça va un peu plus fort, oui, comme ça. Voilà. Tout cela pour expliquer que la vie spirituelle, puisque nous allons parler au fond de la vie spirituelle, n'est pas quelque chose qui reste désincarné. Au contraire, la vie spirituelle est quelque chose qui a une réalité incarnée, profondément incarnée, et justement, on peut la retrouver dans le corps. Le corps, en effet, possède tous les outils pour, disons, incarner cette manifestation de l'esprit. Alors, il y a, on peut dire, un arrière-fond à notre développement. Cet arrière-fond constitue, on ne va pas en parler tout au long de nos exposés, mais il faut l'avoir, disons, à l'esprit. On peut dire, il faut l'avoir intériorisé. Il s'agit de cette idée que tout au long du chemin, il y a un certain nombre, disons, de transformations. Et ces transformations constituent autant de purifications, disons, que le candidat sur le chemin va parcourir pour accéder, à cet état où il devient capable de recevoir d'autres informations. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a naturellement une immense distance entre l'être naturel que nous sommes et au fond le monde dans lequel se manifeste l'esprit. On ne peut pas prétendre aujourd'hui penser qu'un être humain dans son état, disons, on peut dire actuel, soit capable de recevoir des radiations aussi élevées qui ont une fréquence aussi élevée. Il va falloir que son corps se transforme progressivement, justement tout au long d'un processus qui va lui permettre,
eh bien, de pouvoir, disons, se mettre au diapason, on peut dire, de fréquences extrêmement élevées. Alors, ce chemin, donc, permet eh bien, d'accéder à cette transformation et à un moment donné, eh bien, a lieu dans le cerveau des changements qui rendent capable cette transformation. Et en fait, quand nous allons parler de la fin de ce processus. Alors, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement, disons, non seulement, disons, de lire modestement cet ouvrage, qui est un résumé des quatre exposés, mais plus précisément de lire les deux ouvrages qui concernent les noces alchimiques de Christian Roscroix, qui permettent de se faire, disons, un point de vue plus général et global du chemin. Donc, tout au long de notre exposé, nous allons parler eh bien, d'éléments scientifiques, anatomiques, physiologiques, puisque Rosemary ensuite va vous parler eh bien, des structures qui permettent, disons, eh bien, ce processus. Et nous parlerons effectivement d'anatomie. Mais n'ayez crainte, cela restera accessible. Ce ne sera pas un cours, disons, médical. Maintenant, vous devez comprendre que pour poser les bases, disons, de cette explication, nous devons aller, disons, dans les notions, dans les concepts. Effectivement, nous allons devoir essayer d'expliquer, eh bien, ce qu'est la conscience et ce qu'est la matière. Disons que ce sont les tentatives, nous allons survoler, disons, ces deux notions, mais suffisamment pour pouvoir se faire une idée. Parce que si vous ne comprenez pas de quelle manière la matière peut être le support, disons, de cette transformation, cela vous paraîtra, disons, étrange. Donc nous allons commencer par examiner ce qu'est la matière en mettant en évidence un paradoxe qui surgit quand nous confrontons les données de la physique classique qui expliquent de façon satisfaisante le monde dans lequel nous vivons aux lois qui régissent le monde de l'infiniment petit. En effet, quand la physique pénètre le monde de l'infiniment petit et qu'elle met à l'épreuve les théories physiques du monde dont nous faisons l'expérience, cela ne fonctionne pas. Les lois qui régissent la matière au niveau de ses constituants les plus ultimes ne sont pas les mêmes qui régissent notre monde macroscopique. Il s'agit donc ici d'un paradoxe. En effet, dans le monde de l'infiniment petit, quantité d'événements semblent contre-intuitifs, voire paradoxaux lorsqu'on les compare à la réalité de tous les jours. Par exemple, les expériences nous disent que la lumière est à la fois onde et particule. Je ne peux pas détecter les deux à la fois. Cela dépend de ce que je recherche. Si l'on cherche une onde, alors la lumière est une onde, et si l'on recherche une particule, alors la lumière est une particule. Je vais monter un tout petit peu ça. Excusez-moi. Ces propriétés de la lumière et de la matière furent codifiées dans ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg en 1927. Cette loi déclare qu'il est en même temps impossible de déterminer de manière exacte la position d'une particule et sa vitesse. Ce qui naturellement est en contradiction avec le monde newtonien où on peut tout prédire. Un autre événement, par exemple, consiste dans le fait que les signaux peuvent se propager dans l'univers instantanément, même au-delà de plusieurs années-lumière. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une expérience sur deux atomes qui sont appariés, eh bien, lorsque l'un est modifié, l'autre qui se trouve malgré tout à des années-lumière se modifie exactement simultanément. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire
Et on appelle ça, disons, la non-localisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre de quelle manière l'information se propage, disons, à des distances aussi importantes. Ainsi, on pourrait se poser la question autrement. Pourquoi les objets que nous utilisons, et même les êtres vivants, ne se comportent-ils pas comme les atomes ou les électrons dont ils sont constitués? Nous sommes donc placés encore une fois devant un paradoxe que nous devrons résoudre. Et nous pouvons nous poser la question autrement en nous demandant, mais le monde que nous observons est-il une illusion? En fait, la perception du monde, la perception que j'ai du monde et que vous avez du monde probablement est assez objective, probablement identique. Mais nous constatons qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles je n'ai aucune prise, comme par exemple l'état de conscience d'un schizophrène, l'expérience mystique de Sainte Thérèse d'Avila, la capacité prédictive et largement vérifiée de nombreuses personnes, le fait qu'un daltonien voit le monde en deux couleurs, etc. Les expériences de décorporation qui sont le fait de milliers de personnes. Toutes ces situations me montrent que la conscience que j'ai du monde me semble soudain moins universelle. Et si la matière, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, du monde dont je fais l'expérience semble me filer entre les doigts, je peux me demander, ah merci, si la matière, eh bien, n'est pas une illusion. Donc on peut se demander donc si mon cerveau ne me joue pas des tours. N'est-ce pas en effet le cerveau qui élabore ce que mes sens perçoivent et qui par là même définit les limites de ma conscience? Et dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est le rapport que l'homme peut avoir en fait avec le monde spirituel. C'est de comprendre la nature d'une expérience spirituelle, comment notre conscience peut l'appréhender et quel rôle joue notre organisme dans cette expérience et notamment notre cerveau. Alors nous allons nous poser deux questions. Effectivement, qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que la conscience? La matière, on l'a vu, disons, pour en refaire rapidement l'histoire, eh bien, elle a d'abord été évaluée dans sa partie la plus ultime par ce que nous connaissons comme l'atome, puisque l'atome c'est la plus petite partie, disons, la partie la plus petite que l'on peut diviser. Puis ensuite, vers le 19e siècle, on a fini par découvrir des particules encore plus fines, comme les particules des éléments, comme les électrons par exemple. Et ensuite, au fur et à mesure que la science avançait, on a découvert des particules de plus en plus fines. Et on a fini par considérer non plus la matière elle-même, mais au fond, ses constituants sous forme de champs d'énergie. Parce que plus on divisait la matière, plus on s'apercevait qu'elle nous filait entre les doigts. Et au fond, le moment où cette déconstruction est devenue patente et, disons, objective, c'est au moment où Einstein, disons, a développé la théorie de la relativité, où on a vu qu'il y avait, disons, une relation directe entre matière et énergie, d'après la formule célèbre, disons, d'Einstein. Puis ensuite, la physique quantique est venue donc parachever cette déconstruction de la matière. Ainsi, aujourd'hui, on ne parle plus des choses, mais on parle de champs d'énergie. C'est important, si vous voulez, cette tentative que nous faisons de vous parler de cette évolution de la notion de matière doit vous permettre ensuite de mieux comprendre comment justement, en accédant directement à ce qui la constitue, c'est-à-dire au champ d'énergie qui la constitue, eh bien on peut être capable de modifier la matière. Dès l'instant où l'on rentre en résonance avec des champs d'énergie plus élevés, à ce moment-là, on peut rentrer dans des capacités et des possibilités qu'une matière, disons, qui vibre, on peut dire entre guillemets très bas, ne peut pas réaliser. Donc c'est important de bien le comprendre. Ainsi, pour résumer, l'histoire de la physique a déconstruit l'idée de substance matérielle
d'abord pour découvrir des particules plus fines et ensuite pour ne découvrir que de l'énergie. Enfin, pour voir la matière comme des champs de forme nés d'un champ unifié fondamental qui a la nature du vide. À l'échelle atomique, ce que nous appelons vide est tout à fait différent de ce à quoi nous sommes habitués. En fait, le vide n'existe tout simplement pas. Le vide est une perpétuelle, est un siège, et le siège, on peut dire, d'une perpétuelle agitation où les particules et les antiparticules se désintègrent dans une période de temps extrêmement courte. Et la notion du vide, en fait, prend tout son sens dans la mesure où, au-delà de certaines limites, eh bien, toute évaluation du temps et de l'espace perd toute signification. Et c'est vrai que Max Planck l'a démontré. Disons qu'au-delà de 10 puissance moins 43 secondes, ce qui est quand même extrêmement petit, eh bien le temps cesse d'exister. Donc vous savez qu'il y a une limite au-delà de laquelle aucune mesure du temps et de l'espace n'est possible. Et c'est important parce que cela, évidemment, cela engendre pour les physiciens, disons, un questionnement qui, au fond, ne peut être résolu que lorsqu'on passe de la physique à la métaphysique, parce qu'effectivement, au-delà de ce qui peut, disons, nous permettre de vivre dans le temps et dans l'espace, qu'y a-t-il? Alors il y a une limite qu'on appelle le mur de Planck, hein, une limite au-delà de laquelle, eh bien, on peut faire, disons, surgir eh bien, cette notion du vide. Vous savez qu'au CERN, eh bien, les physiciens tentent de faire l'expérience eh bien, des compositions de la matière, de la composition de la matière. Et ils ne peuvent jamais aller au-delà de certaines limites, puisqu'on doit, pour pouvoir, disons, travailler sur les particules élémentaires, créer un froid absolu. Et là, encore une fois, ce froid absolu, on ne peut jamais l'atteindre. On peut l'approcher, on est très très près naturellement, mais on ne peut jamais l'approcher. On ne peut jamais approcher, disons, du zéro absolu. Hein. Et la notion de vide en physique eh bien, prend son sens à partir de cette limite. Parce que les particules élémentaires, lorsqu'on en arrive à ce niveau, disons, d'expression, eh bien, semblent jaillir, eh bien, justement, du vide, quelque part. Et tout à l'heure, on va en parler de façon plus précise. Nous réalisons que la matière que nous percevons avec nos 5 sens n'a aucun rapport avec ce qu'elle est réellement. Nous voyons la matière dans son aspect le plus dense, et nous voyons que dans ses aspects les plus infimes, eh bien, elle fait partie d'une réalité non seulement qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui nous échappe, disons, en fait, sur le plan sensoriel, puisque la matière semble, dans ses niveaux les plus ultimes, semble émerger eh bien, d'un vide dont on ne connaît pas la nature, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de physiciens essayent justement d'en percer la nature. Et si les lois de la physique semblent tellement différer de l'univers visible, c'est que notre conscience construit un monde limité par ses capacités perceptibles. En fait, c'est notre conscience qui ne saisit qu'une partie de la réalité. Et le champ de la physique quantique, le champ expérimental de la physique quantique, a une réalité, simplement notre conscience ne l'aperçoit pas. Ça, c'est le premier aspect que nous voulions mettre en évidence. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair. Je pense que vous avez quand même réussi à vous faire une certaine idée de ce que nous avons voulu dire. Si ce n'est pas le cas, ensuite ne vous gênez pas pour poser des questions. Maintenant, nous allons en arriver au deuxième volet, disons qui est le volet de la conscience. Alors, la conscience est difficile à définir. La conscience, c'est le sentiment que l'on a d'être soi-même, que l'on a d'être différent de ce qui est extérieur à soi-même.
c'est la certitude immédiate de constituer une entité particulière. Hein, c'est la capacité que nous avons de pouvoir nous affirmer comme je. Par contre, vous le savez par expérience peut-être, qu'il existe différents niveaux de conscience et différents états de conscience. Disons que la vision que la science a aujourd'hui de la conscience peut se répartir selon deux axes. Il y a un axe, on peut dire, qui concerne la conscience cognitive et la conscience phénoménologique. C'est-à-dire que la conscience cognitive, telle qu'elle est examinée par la science, eh bien, est une conscience relativement clairement définie. Par exemple, on sait très bien, on connaît tous les processus par lesquels, par exemple, l'œil peut voir. On peut mesurer, lorsque l'on connaît quelque chose d'objectif, tous les mécanismes physiologiques par lesquels ces processus sont possibles. La conscience, disons, cognitive, c'est la conscience qui fait dire, par exemple, qui me fait dire bah, j'ai froid ou il pleut. Ce sont des choses eh bien, que l'on peut facilement comprendre, mesurer et rendre objectives. Par contre, la conscience phénoménologique est quelque chose qui a plutôt relation avec le ressenti. C'est la conscience de notre monde intérieur. Par exemple, c'est l'effet que me font certaines choses. Par exemple, l'effet que me fait la couleur rouge, l'effet que me fait l'odeur d'une rose, par exemple. L'odeur ou le sentiment que j'ai, par exemple, eh bien, en vous regardant, tout simplement. Ce sont des perceptions qui sont conscientes, mais qui restent, disons, complètement tributaires de l'interprétation que je pourrais en avoir. Et là, évidemment, malgré le fait que beaucoup de scientifiques sont réductionnistes et donnent de la conscience une définition matérielle, dans la mesure où ils disent, par exemple, eh bien, que la conscience est une production du cerveau. Il n'y a pas très longtemps, eh bien, de grands savants comme Watson ou Crick, par exemple, qui ont été des prix Nobel, considéraient que, dans des définitions extrêmement amusantes, on peut dire, mais d'une certaine manière un peu triste, eh bien, pensaient que, effectivement, la conscience, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pouvons exprimer, eh bien, est une émanation directe de notre cortex. Or, bon, pas tous ne sont réductionnistes dans la biologie. Donc, ce courant est principalement exprimé par un côté scientifique pur et dur, parce qu'aujourd'hui, l'imagerie médicale, au fond, a tendance à nous faire croire eh bien, de quelle manière le cerveau engendre la pensée. Mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a une erreur d'interprétation, parce qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle la corrélation et la loi de cause à effet. Ça veut dire que ce n'est pas parce que deux phénomènes sont conjoints que l'un est la cause de l'autre. Comme par exemple, lorsqu'il pleut, j'observe évidemment tout de suite qu'il y a des nuages dans le ciel. Par contre, quand il y a des nuages, il ne pleut pas forcément. Ça veut dire que l'un, lorsque deux phénomènes sont concomitants, l'un n'est pas forcément la cause unique de l'autre. Et les images, au fond, que l'on voit lorsque l'on fait un IRM, par exemple, eh bien, ne sont pas le reflet immédiat de ce qui est produit par le cerveau, simplement ce sont deux phénomènes concomitants. On le verra tout à l'heure. Alors, malgré tout, malgré le fait qu'il y ait une tendance en biologie à vouloir réduire, disons, l'expression de la conscience par une activité du cerveau, eh bien, l'aspect phénoménologique, disons, de la conscience ne peut pas être pris en compte. Ça veut dire que toute notre vie intérieure eh bien, ne peut pas être expliquée directement comme étant une production du cerveau. Heureusement d'ailleurs. Donc nous le trouvons devant à la fois un paradoxe qui fait que la matière n'est pas ce qu'elle apparaît, ce qu'elle semble être, puisque l'on parle de champ d'énergie, et que la conscience, disons, s'exprime dans un aspect eh bien, que la science n'est pas capable d'expliquer. Donc nous nous trouvons là devant une situation qui nous permet d'aller plus loin, justement. Alors nous allons revenir maintenant sur, justement, ces deux paradoxes. Et si nous voulons résoudre
donc les problèmes posés par une vision matérialiste de la conscience, nous devrons élargir notre base théorique pour mettre en lumière, disons, un certain nombre de données qui relèvent de la tradition avec un grand T. Données qui sont présentes dans de nombreuses cultures. Et pour cela, nous allons revenir, eh bien, à ce que nous évoquions quand nous parlions du vide. Je vais citer la phrase tout à l'heure que nous avons lue, ou peut-être nous ne l'avons pas lue, je ne sais pas. Le vide est un champ unifié omniprésent d'où émergent des particules qui expriment et qui structurent à plus haute échelle l'univers manifesté. Donc on parle d'un champ unifié, cela a tout à fait, disons, la tonalité de ce qu'on appelle aujourd'hui la matrice. En fait, Spinoza, déjà, le philosophe Spinoza, parlait d'une nature naturée et d'une nature naturante à l'époque. Et plus loin, plus proche de nous, David Bohm, le grand physicien, et il n'est pas le seul, parlait d'un ordre impliqué et d'un ordre développé. Donc il y a quelque chose qui ressemble à la chose en soi, pour les philosophes, où on parle de l'essence, et de la chose exprimée, de la chose pour soi. Donc il y a quelque part l'idée qu'il existe un ordre qui n'est pas manifesté et qui apparaît dans un ordre qui, lui, justement, est manifesté. Et cette idée d'un ordre impliqué ou d'une nature naturante est plus qu'un simple concept. En fait, elle exprime d'un coup une idée qui abat le mur au fond de l'impasse de laquelle nous étions acculés. Cette réalité, en fait, exprime ce qu'on appelle le vide quantique. Ce vide est la force matricielle qui contient en elle tout le potentiel de la vie manifestée. Alors aujourd'hui, beaucoup de physiciens et des grands physiciens évoquent cette idée qu'il existe une matrice avec des théories plus ou moins, disons, élaborées. Et puis il y a les physiciens qui sont des métaphysiciens, et puis il y a les philosophes qui sont aussi légèrement physiciens, qui au fond expriment cette idée qu'il doit exister quelque part, il faut dire, ce qui va donner du sens à ce qui s'exprime. C'est-à-dire que le sens est caché, on peut dire, dans la matrice. Parce qu'aujourd'hui, les physiciens ne comprennent absolument pas, disons, la nature de l'ordre dans lequel nous vivons. Disons, il existe un certain nombre de constantes dans l'univers qu'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle et qui laissent les physiciens perplexes. Alors ils se retournent vers les théories orientales qui, elles, contiennent déjà, au fond, l'explication, disons, de ce champ matriciel. Alors naturellement, là, on passe, disons, d'un plan, on peut dire, scientifique à un plan ésotérique, parce que ce qui est caché n'est pas expérimenté par la science, mais l'est malgré tout par des gens qui en font directement l'expérience. C'est ainsi que la tradition, et ça probablement, c'est une chose que vous connaissez, en dehors de la matière grossière que nous connaissons, eh bien, la tradition parle de matière éthérique, de matière astrale, de matière mentale. Pour dire quoi? En vérité, ils disent que chaque atome de matière est pénétré par un atome de nature éthérique qui lui donne vie et mouvement. Et également, il sert de support à notre vie affective et à notre vie mentale. En fait, si l'on veut être rationnel et expliquer ou trouver une explication au fait que nous sommes capables d'avoir une activité mentale et même d'avoir une activité émotionnelle, pour autant que l'on considère, disons, le sens de ce que cette vie mentale et émotionnelle exprime, alors on doit s'interroger et se dire, mais de quelle manière nous pouvons communiquer à travers des pensées, de quelle manière nous pouvons communiquer à travers des sentiments.
Alors, c'est facile, évidemment, de voir l'interface à partir duquel les sens peuvent s'exprimer, et ça tout à l'heure Rosemary va vous l'expliquer, mais c'est plus difficile si l'on veut comprendre ce qui nous permet eh bien, de penser et d'avoir des sentiments. Si vous réfléchissez, vous verrez que la chose n'est pas si facile. Or, si l'on considère effectivement que tout ce qui se manifeste a une réalité, disons, tangible, puisqu'un sentiment, malgré tout, s'exprime de façon tangible, et une pensée également, que je vous parle en ce moment, nous devons accepter l'idée qu'il y ait un véhicule pour pouvoir, disons, permettre à ces pensées et à ces sentiments de pouvoir être véhiculés tout simplement. Et vous verrez que, en raisonnant de cette manière, vous êtes dans la réalité et vous n'êtes pas dans le fantasme. Donc il y a différentes sortes d'éthers. Là, je ne vais peut-être pas rentrer dans beaucoup de détails. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, les différentes formes, disons, les différentes valeurs fréquentielles relatives à ces forces éthériques permettent, parce qu'elles sont, disons, dans des vibrations toujours plus rapides, permettent de servir de support, eh bien, à la pensée, aux sentiments et aux phénomènes physiologiques également. Donc la conscience apparaît dans ces cas-là comme une interface entre le corps et le je. Le fait qu'elle utilise, avant de pouvoir se manifester dans le cerveau, d'états véhiculaires plus subtils, nous permet de comprendre justement ce qu'est la conscience phénoménale. Car la conscience phénoménale va utiliser, eh bien, ces supports plus subtils. La matière que nous absorbons à partir du plan physique et à partir des plans subtils va déterminer la clé vibratoire de notre état de conscience. Et c'est pour ça que nous sommes pratiquement tous régulés eh bien, sur une fréquence à peu près identique, puisque nous avons, disons, des capacités qui sont relativement identiques sur le plan des perceptions. Quoique, encore une fois, vous savez bien qu'il existe des gens qui ont la capacité de percevoir sur des fréquences beaucoup plus hautes, beaucoup plus rapides. Et cette matière captée par les organes de notre corps physique et de nos corps subtils afflue sous forme de millions d'informations qui sont transformées et métabolisées dans notre cerveau et qui forment notre état de conscience. Donc la conscience n'est pas simplement un attribut. Ce n'est pas un objet que l'on peut extraire et isoler de notre réalité physique. C'est un aspect de notre psyché dont les fluctuations vont être tributaires, et ça c'est une notion importante qui va être développée tout à l'heure, soit d'un métabolisme répétitif, amenant la conscience dans un état de cristallisation, soit d'un métabolisme créatif, donnant à la conscience la capacité de se régénérer. Ainsi, en examinant le contenu de matière et conscience, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont étroitement liés, que la réalité de l'une rejaillit sur l'autre, et vice-versa. Nous nous sommes rendus compte que la matière et la conscience engendrent, d'un point de vue matérialiste, des paradoxes qui ne peuvent être résolus que si l'on conçoit la conscience comme un champ perceptif limité, que la réalité s'exprime sur des niveaux physiques plus subtils, dans lesquels viennent s'enraciner et prendre naissance nos états de conscience. Mais, en élargissant notre point de vue, en donnant à la matière, disons, une dimension beaucoup plus vaste et à la conscience une plus grande fluidité, nous n'avons pas encore répondu à la question: existe-t-il un état de conscience qui puisse être synonyme de liberté, de réalisation spirituelle? Et pour ça, nous devons venir sur une notion que nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'à maintenant,
qui est la notion d'énergie. Nous allons être assez simples en disant que on qualifie l'énergie d'après la source d'où elle est extraite. L'énergie, c'est la transformation, disons, d'un état dans un autre. Il y a des énergies qui produisent des phénomènes physiques, il y a encore une source d'énergie qui produit des phénomènes sentimentaux, ou des phénomènes mentaux, ou des phénomènes spirituels. Ainsi, matière, énergie et conscience sont indissociables. La conscience étant constamment corrélée au couple matière-énergie. L'énergie est synonyme de mouvement vibratoire. Et quand la vitesse des vibrations donc, augmente, eh bien les phénomènes, vous savez bien, changent de nature. Et la conscience se met au niveau de l'état vibratoire de l'énergie qu'elle absorbe. Et cela, naturellement, dans la limite de nos 5 sens. Ainsi, nous avons montré jusque-là à quel point il y a identité de nature entre la matière dont l'univers est fait et la conscience que l'homme peut en extraire à l'aide de ses 5 sens. Mais, et ça c'est un point important, même si par un effort de la volonté, nous arrivions à élever notre conscience sur des plans où l'énergie vibre plus rapidement, nous devons savoir que l'esprit humain, c'est-à-dire l'ego, ne peut capter, même dans son aspect le plus élevé, qu'une forme d'énergie dont la source se situe bien en deçà des vibrations de nature spirituelle. Il y a donc là une barrière structurelle que l'homme va devoir dépasser. C'est important parce que là nous parlons, enfin du moins nous évoquons l'idée de transmutation. Ça veut dire qu'on peut bien naturellement élever de façon continue une fréquence, mais de la même manière que nous sommes limités sur le plan physique par des constantes dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, là encore, nous n'avons pas, disons, dépassé la matière. Ça veut dire qu'on peut monter, disons, sur des plans subtils, parce que la matière ne se réduit pas simplement, on l'a vu, au plan physique, mais elle ne se réduit pas non plus au plan éthérique, ni au plan astral, ni au plan mental. En fait, ces plans, eh bien, ne sont qu'en continuité, disons, vibratoire, ou disons de nature plutôt, de la même nature que notre plan physique. Ce qui veut dire que si nous voulons amener la conscience sur des plans réellement spirituels, alors il doit s'opérer en nous un changement structurel, une transmutation qui nous permette eh bien, de rentrer en résonance avec ces plans. C'est très important, parce que cela, disons, est la porte, disons, qui va nous ouvrir à peut-être découvrir ce qu'est véritablement la vie spirituelle, qui n'est pas une vie dans laquelle l'esprit atteint simplement des plans subtils. C'est ainsi que maintenant, nous sommes arrivés à une limite de ce que l'ego humain peut réaliser. Nous avons décrit là un processus naturel, un processus qui est centripète. Et quand on évoque un processus centripète, eh bien on évoque un processus par lequel justement l'ego se constitue. Ça veut dire qu'en fait, en accélérant les vibrations, quelque part, eh bien, nous accélérons la vitesse par laquelle nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui provoque une cristallisation. L'égocentrisme est produit par un certain nombre d'identifications qui sont l'expression eh bien, de valeurs centripètes. Or, si nous voulons, disons, rentrer dans une
dans un processus créatif, nous devons envisager un processus complètement différent. Ça veut dire que nous allons envisager un processus centrifuge, hein, dans lequel, justement, eh bien, nous allons avoir une expansion complètement différente d'un processus centrifète. Et nous aurions pu le citer au début lorsque nous parlions de purification. En fait, on pourrait illustrer et exprimer ce processus par un adage hermétique, un adage, disons, que l'on retrouve dans la philosophie hermétique, c'est-à-dire tout recevoir, tout abandonner, afin de tout renouveler. Et vous devez garder en mémoire surtout ce tout abandonner. Par l'intermédiaire de nos 4 corps, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, notre conscience détermine et est à la fois tributaire de notre pensée, de notre désir et de notre volonté. Il s'agit d'une quadrilogie insécable, indissociable, qui forme justement la prison des sens. Et nous allons bientôt en parler. Et voilà pourquoi toutes les traditions parlent de purification. Voilà pourquoi les alchimistes parlent de dissolution. Parce que la nature du désir conditionne l'ouverture et la fermeture du cœur à des émanations de nature spirituelle. En fait, le cœur est la porte du temple qui, une fois ouverte, permet au candidat de gravir l'escalier qui mène au sommet de la tour de l'Olympe. Et c'est dans le cœur de l'homme que gît le secret d'une énergie capable de renouveler la conscience par un processus dont le cerveau sera la pièce maîtresse. Merci de votre attention.